Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Au cœur des textes. Collection dirigée par Claire Stoltz, Sorbonne Université. Parution récente. 37. Karine Germoni et Claire Stoltz, dire, aux marges des discours rapportés 2019. 35. Paola Paissa et Ruggero Druetta, dire, la répétition en discours 2019. 34. Anne-Marie Payet et Florence Lecamercier, dire, le sens de l'humour. Style, genre, contexte 2018. 33. Marc Bonhomme, Anne-Marie Payet et Philippe Wall, dire, métaphore et argumentation 2017. 32. Véronique Montémont et Sylvie Lannegrand, dire, résistance intérieure. Visage du conflit dans le journal personnel, 2016. 31. Amir Biglari et Geneviève Salvant, dire, figure en discours 2016. 30. Dominique Magnaud, trouver sa place dans le champ littéraire 2016. 29. Anne-Marie Payet, dire, Albert Camus, l'histoire d'un style 2014. 28. Geneviève Salvant, Jean Rouault, l'écriture et la voix 2012. 27. Marianne Alphant et Marie-Françoise Lemonnierdepy, dire, Jude Stéphane. Une vie d'ombresse 2012. 26. Véronique Montémont et Catherine Violet, dire, archives familiales, mode d'emploi. Récit de Genèse 2013. 25. Jean-Jacques Kelloz, Philippe Soupeau, écriture de soi et lecture d'autrui 2012. 24. Anna Jobert, Juan Manuel Lopez Munoz, Sophie Marnette, Laurence Rosier et Claire Stoltz, dire, citation 2. Citer pourquoi faire? Pragmatique de la citation, 2011. 23. Anna Jobert, Juan Manuel Lopez Munoz, Sophie Marnette, Laurence Rosier et Claire Stoltz, dire, citation y citée à travers les formes. Intersémiotique de la citation, 2011. 22. Joël Zuffray, dire, l'autofiction, variation générique et discursive, 2012. 21. Claire Badiou-Montferrand, dire, il était une fois l'interdisciplinarité. Approche discursive des contes de Perrault, 2010. 20. Olga Aenokaachien, dire, multilinguisme et créativité littéraire 2011. 19. Samia Kassabcharfi, dire, altérité et mutation dans la langue. Pour une stylistique des littératures francophones 2010. 18. Françoise Simonettenant, journal personnel et correspondance 1785 à 1939 ou les affinités électives 2009. 17. Jean-Michel Adam et Outedman, le texte littéraire. Pour une approche interdisciplinaire 2009. 16. Salah Oueslati, le lecteur dans les poésies de Stéphane Mallarmé, 2009. 15. Rida Bourkis et Mohamed Benjeloun, dire, la phrase littéraire 2008. 14. Véronique Montémont et Catherine Violet, dire, le moi et ses modèles. Genèse et transtextualité, 2009. 12. Françoise Rullierthéuret, faut pas pisser sur les vieilles recettes. San Antonio ou la fascination pour le genre romanesque, 2008. 11. Lucille Godin et Geneviève Salvant, dire, les registres. Enjeux stylistiques et visée pragmatique, 2008. Dédicace à la mémoire de Joël Garde-Tamine. Remerciements. Nous tenons à exprimer nos sincères remerciements et notre profonde gratitude à tous les membres du comité scientifique, pour leur disponibilité et leur bienveillante sollicitude. Ali Abbassi, Université de la Manouba. Edia Abdelkefi, Université de Tunis El Manar. Michel Acquayen, Université Paris-Est Créteil-Val-de-Marne. Faouzia Benjelid, Université d'Oran II. Mohamed Rida Bouguera, Université de Carthage. Sylvie Brodziak, Université de Cergy-Pontoise. Catherine Brun, Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3. Brigitte Buffard-Moret, Université d'Artois. Beat Burtscher-Bechter, Université de Vienne.
Mireille Kallgruber, Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3. Dominique Combe, Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3. Michel Delon, Université Paris-Sorbonne. Jacques Dubois, Université de Liège. Christian Doumet, Université Paris-Sorbonne. Jacques Dürrenmatt, Université Paris-Sorbonne. Jeanne Garan, University of South Carolina Columbia. Joël Garde-Tamine, Université Paris-Sorbonne. Philippe Hamon, Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3. Élise Hugny-Léger, Université Saint-Andrews. Jean-Nicolas Ilouz, Université Paris 8. Anna Jobert, Université Nice Sophia Antipolis. Laurent Génie, Université de Genève. Samia Kassab Charfi, Université de Tunis. Monsef Kémiri, Université de la Manouba. Alba Lara Alangrin, Université Paul Valéry. Marc Lee, Université catholique de Louvain. Dominique Minguenot, Université Paris-Sorbonne. Yves Reter, Université Charles de Gaulle, Lille 3. Mounir Triki, Université de Sfax. Nelly Wolf, Université Charles de Gaulle, Lille 3. Nos remerciements vont particulièrement à Madame Nelly Wolf qui a aimablement accepté de préfacer cet ouvrage collectif, et à Monsieur Jean-Nicolas Ilouz avec qui nous avons discuté tout au long du projet d'une manière qui a été toujours très heureuse et féconde. Préface. Pour réfléchir à la notion d'écriture subversive, il peut être intéressant de s'éloigner un instant de la littérature et de se rapprocher des usages du code écrit en dehors du domaine des belles-lettres. Si on suit l'anthropologue Jack Goody, la naissance de l'écriture et l'établissement d'une sphère de l'écrit, qu'il appelle en anglais literacy, se signalent par deux phénomènes. D'une part, les savoirs de l'écriture sont d'emblée accaparés par les pouvoirs politiques, religieux, économiques, dont ils deviennent à la fois le symbole et l'instrument. D'autre part, l'écriture favorise le processus de canonisation des énoncés dans le domaine religieux comme dans celui du profane. Rien ne semble donc prédisposer l'écriture à la subversion interne, dirigée vers le canon, ou externe, retournée contre les pouvoirs. Pourtant elle suscite ce double paradoxe. La sacralité de la lettre, son prestige, les pouvoirs et les savoirs de l'écrit n'ont eu de cesse d'être captés, détournés et subvertissent. La subversion du code écrit prend des aspects divers. À travers la manipulation des lettres, les kabbalistes cherchent à atteindre le sens caché de la parole divine déposée dans le livre. Au XIXe siècle, avec la démocratisation de l'écriture qui accompagne l'expansion de la scolarité, les affiches, graffitis, placards, enseignes couvrent les murs des villes et des villages. Séditieux, facétieux, scandaleux, enfreignant les règles de la morale ou de la grammaire, ils conduisent les pouvoirs publics à légiférer. L'acte d'écrire devient l'objet de surveillance et de rapports de police, voir Philippe Artière, La police de l'écriture, 2013, et l'affichage en France est soumis au droit par la loi du 29 juillet 1881. Les psychiatres, les criminologues, tels en Italie Cesare Lombroso, s'intéressent aux écrits des marginaux et des délinquants. Ils constatent que dans les établissements pénitentiaires, les prisonniers écrivent beaucoup et partout, sur les murs de leurs cellules, le bois de leurs lits, la marge des livres empruntés à la bibliothèque de la prison. Les tatouages attirent aussi l'attention des experts. Ce qui frappe dans toutes ces situations graphiques, c'est le lien entre le message transgressif et la transgression du support. La littérature se fait l'écho de ces subversions ordinaires surgies des profondeurs de la société. Le narrateur du dernier jour d'un condamné de Victor Hugo parle de ce livre étrange, qui s'écrit entre les murs des prisons, sur chaque pierre de ce cachot. Dans La fille Elisa, Edmond de Goncourt raconte comment, soumise en prison au régime du silence continu, l'héroïne parvient à l'aide d'un alphabet clandestin à communiquer avec l'extérieur. L'écriture littéraire obéit elle aussi à une logique paradoxale du canon et de la décanonisation. Depuis la querelle du Cid jusqu'à la bataille d'Hernani, depuis la publication de l'art poétique de Boileau jusqu'à celle de Nouvelles critiques ou Nouvelle imposture de Raymond Picard, l'histoire littéraire française est traversée par des débats, polémiques, controverses, opposant les gardiens de la règle à ceux qui la contestent. Le canon suscite presque mécaniquement l'anti-canon. D'un autre côté, et dans la mesure où la littérature s'engage, où elle témoigne d'un processus séculaire d'engagement,
poèmes, romans, tragédies, comédies, satires et pamphlets sont susceptibles d'émettre des messages séditieux, de proférer des discours subversifs sur les plans politique, social, idéologique ou religieux. Dans les sociétés autoritaires, l'écriture subversive se heurte à la censure officielle avec laquelle, en conséquence, elle apprend à ruser. On pense à Voltaire, qui choisit de s'exiler après la publication des Lettres philosophiques, à Laclos, publiant clandestinement les Liaisons dangereuses. Dans les sociétés démocratiques, où la norme est variable et la liberté d'expression garantie, il est plus difficile d'être subversif ou reconnu comme tel. Une sorte de consensus public, qu'on appelle parfois le politiquement correct, semble avoir remplacé la censure pour désigner à la réprobation commune les écrits subversifs. L'ennemi de la parole séditieuse serait donc désormais le prêt-à-penser consensuel des opinions publiques. Mais ce consensus est lui-même difficile à localiser. Ce qui est pour les uns subversion n'est que conformisme pour les autres. Les polémiques qui entourent la personne et les œuvres de Michel Houellebecq témoignent de cette oscillation. Pour les uns, il brise des tabous, pour les autres il fait preuve d'un conformisme réactionnaire. La question est de savoir pour finir, si subversion esthétique et subversion politique, jeu formel et révolte sociétale, sont liés. Affirmer leur équivalence est un topo de la modernité. Victor Hugo dans les Contemplations file à cet effet la métaphore du verbe révolutionnaire qui assimile les séditions formelles au bouleversement politique. Et sur les bataillons d'Alexandrin Carré, je fis souffler un vent révolutionnaire. Je mis un bonnet rouge au vieux dictionnaire. Plus de mots sénateurs, plus de mots roturiers. Au XXe siècle, les surréalistes ont postulé une parenté ontologique entre poésie et révolution. Le procès de Madame Bovary semble leur donner rétrospectivement raison. Ce qui fut jugé immoral, et donc subversif par l'avocat impérial, ne fut pas tant l'adultère ou la lascivité d'Emma que l'absence de tout point de vue les condamnant. Le procédé du retrait narratorial était au banc des accusés. Pour autant, le lien n'est pas systématique. Les automatismes qui nous font associer les révolutions symboliques et les révolutions politiques demandent à être interrogés. Alain Robbe-Grillet pose très tôt une homologie entre la subversion formelle pratiquée par le nouveau roman et l'activité révolutionnaire. En 1984, avec Le Miroir qui revient, il qualifiera de rassurante niaiserie ces constructions théoriques. Il est vrai qu'on se demande en quoi les gommes ou projets pour une révolution à New York menaçaient l'ordre bourgeois. Il ne faut donc pas toujours croire les auteurs lorsqu'ils se proclament subversifs. Il faut aussi savoir, si nécessaire, découpler les subversions formelles, génériques, stylistiques et les subversions politiques, morales, sociétales, religieuses. Ce volume consacré aux écritures subversives peut nous apprendre à le faire. Nelly Wolff. Université de Lille. Introduction. Kamel Fekhi. Université de Sfax. Les gens littéraires sont des ennemis qui ne vous ratent pas, si vous les avez ratés vous du premier coup, écrit Henri Michaud, 1998/106. Joël Gardetamine rappelle à cet égard que différentes contraintes scripturales déterminent le style de l'écrivain. Par exemple, en décidant d'écrire en vers ou en prose, en choisissant tel ou tel genre, poème, écriture narrative ou théâtre. Pour s'en tenir à ces grandes catégories, l'auteur est amené à se conformer à certaines règles ou conventions et à tout le moins à en tenir compte. L'écriture narrative suppose ainsi un narrateur, c'est-à-dire une instance souvent anonyme responsable de ce qui est rapporté, y compris le discours des autres, tandis que dans la poésie lyrique, une voix se fait entendre directement en disant « je » et qu'au théâtre, ce sont plusieurs voix sans intermédiaire qui s'élèvent. Cela a évidemment des conséquences directes sur l'écriture. Gardetamine 2013/16. En effet, comme le note très justement Pierre Larthomas, choisir un genre littéraire, c'est choisir avant même d'écrire la première ligne, un lexique et une syntaxe. Larthomas 1995/300. Est-ce à dire, ainsi que l'affirme Umberto Eco, que la véritable source du message, c'est plus justement le code que l'émetteur, lequel se contente d'être parlé par le code. Kerbrat Orecchioni 1980/178. La littérature n'est-elle pas avant tout l'espace de la liberté absolue, où l'écrivain peut déjouer la surveillance jalouse des normes auxquelles il fait semblant de se conformer? Et si l'on écrit souvent sous l'emprise d'événements qui secouent le cœur, l'esprit et les nerfs,
Écrire n'est-il pas aussi secouer les chaînes, les jougs, l'autorité, le despotisme et l'oppression? La règle d'or de tout artiste n'est-elle pas de manquer aux règles, qu'il s'agisse des règles de l'art ou des règles en vigueur? Prenant ouvertement parti pour l'incendie qu'il applaudit avec violence, tout en insultant les lances et l'eau courante, le héros de L'Homme de la Pampa de Jules Supervielle revendique ainsi son rôle subversif d'artiste. « Je suis un artiste, hurla Guanamirou, vous ne comprendrez jamais ce que c'est. » Supervielle 1978/43. Comme l'homme est naturellement moral, si l'on entend par là que l'homme vit partout en société, et que dans toute société il y a des mœurs, des usages qui s'imposent, des obligations, des tabous. Lévi-Brul 1903/201. Le rôle des littérateurs, de la littérature, n'est-il pas de lui rappeler ce qu'il y a d'immoral dans la morale prépondérante et de l'exhorter à briser les tabous culturels, religieux et linguistiques d'une époque donnée? La littérature subversive serait-elle ainsi inéluctablement immorale et marginale? Ou bien conduit-elle à définir les contours d'une nouvelle éthique plus juste? La notion de subversion semble être capitale pour appréhender les pratiques et les enjeux d'un pan considérable de la création littéraire. Il serait ainsi précieux de la définir, d'en cerner les contours et de réfléchir sur ses relations avec les concepts voisins de marginalité, d'écart et de transgression. Si le mot subversion signifie renversement de l'ordre établi et des principes que l'on croyait immuables, une écriture absolument subversive pervertissant le code même qui la sous-tend serait-elle vraiment possible? L'écrivain saurait-il créer une œuvre lisible sans se plier aux règles et aux contraintes linguistiques? Une littérature libérée de tout contrôle exercé par la raison, et de toute préoccupation esthétique ou morale, Breton 1947/36, ne serait-elle pas en fin de compte qu'un vœu pieux que les surréalistes n'ont jamais pu réaliser? Ne serait-il pas plus pertinent, comme le suggère Joël Garde-Tamine, de substituer à subversion de la langue le concept de vénération de la langue, car ce que font les écrivains, c'est étendre les possibilités de la langue et non pas la pervertir ou la subvertir comme on le dit trop souvent. Garde-Tamine 2013/10. La notion des écritures subversives serait-elle alors vaine, illusoire et trompeuse puisque les écrivains dits subversifs ne font que travailler aux marges de la langue, que en explorer toutes les possibilités, que la creusèrent comme Mallarmé disait creuser le verre, Garde-Tamine 2013/11? Ou bien faudrait-il préciser, comme le note Daniel Rassel-Latin, que subversion ne veut pas dire nécessairement déconstruction radicale, Rassel-Latin 1973/87, et qu'il est pertinent de distinguer entre le texte subversif qui, en dépit de ses écarts, continue à se conformer à une typologie générique particulière, et le texte transgressif qui opère une destruction radicale du code générique régulateur. Rassel-Latin 1973/87. Le travail de subversion peut d'abord être mené à l'encontre des contraintes génériques ou esthétiques qui prévalent à une époque donnée. Opérant sur les formes et les genres littéraires traditionnels, l'écriture subversive, ainsi que le note Zora Mesgeldi, supprime par exemple les frontières les rendant fictives entre le narratif, le poétique, le discursif et le théâtral, si bien que le récit côtoie le poème et la mise en scène théâtrale est partout présente. Elle déjoue ainsi les limites du genre, les éclate et dynamite tous les repères connus de lisibilité du texte par la mise en place d'un système scriptural régi par le principe de la remise en question, Mesgeldi 2000/63. Ne transgressant pas seulement les frontières entre les genres traditionnels du roman, de la poésie et du théâtre, mais également entre les différents arts, l'écriture subversive favorise par exemple l'introduction des techniques cinématographiques dans le roman ou la poésie, ce qui n'est pas sans conséquence sur l'écriture elle-même. À l'horizon de l'écriture romanesque de Malraux, le cinéma influe sur son style et apparaît comme un fantasme de son écriture. En effet, il en contamine la forme ne serait-ce qu'en la libérant des structures classiques de composition, et agit sur le rythme de la narration, sur la construction des phrases, sur l'extériorité des points de vue, Plana 2004/129. L'influence du cinéma se manifeste plus clairement dans le nouveau roman, qui a été appelé par Roland Barthes, l'école du regard. Triptyque 1973 de Claude Simon, par exemple, est construit sur des points de vue qu'on peut considérer comme cinématographiques parce qu'ils sont partiels, cadrés, indirects. L'image perçue par des observateurs aussi anonymes que des spectateurs de cinéma y est découpée et forme écran, Plana 2004/129.
Les techniques du cadrage et les différents types de montage alternés, parallèles, etc., se rencontrent souvent dans le roman moderne et le métamorphose. La séduction du cinéma n'en est pas moins présente dans la poésie. Alain Virmaux parle à juste titre de la tentation du cinéma chez les poètes au temps du surréalisme, d'Artaud à Supervielle. Virmaux 1968 sur 257-274. En 1917, dans sa conférence sur l'esprit nouveau et les poètes, Apollinaire a appelé les poètes à se servir des moyens de cet art nouveau. Virmaux 1968 sur 258. Dès janvier 1918, Philippe Soupeau publie Indifférence, poème cinématographique, dans la revue SIC. 5 autres poèmes cinématographiques paraîtront d'un peu plus tard, Les Cahiers du mois 16 à 17, 1925, Virmaux 1968 sur 259. Mais c'est particulièrement chez Prévert dont l'art est très souvent visuel, et dont les poèmes tiennent aussi de la peinture ou de la photographie et peuvent être considérés comme des choses vues, François 2000 sur 40, que l'on ressent le plus la fascination du cinéma. Un poème comme Événement relève ainsi que le note Corinne François de l'esthétique cinématographique, dans la mesure où l'on peut y distinguer les techniques adaptées à l'écriture, du montage et du travelling. Sur un plateau unique, une rue de Paris, un immeuble et un trottoir, c'est à l'hirondelle de faire le lien entre des scènes disparates, un malade qui meurt, un couple de pédérastes qui se séparent, un assassinat, tout cela sous un ciel d'orage. L'hirondelle s'envole, on suit l'assassin qui part à son tour, on s'intéresse alors au chômeur, puis à un penseur en chambre, puis de nouveau au chômeur, aux passagers d'un taxi, gens en deuil qui viennent pleurer la mort du malade, puis au chauffeur de taxi. Après un blanc, une ligne de points continue, on effectue un nouveau travelling sur l'assassiné puis sur le jeune mort. L'orage éclate enfin, François 2000 sur 39-40. Et si La crosse en l'air tient du feuilleton, en raison de la succession de ces épisodes, il relève peut-être plus encore du feuilleton cinématographique que Prévert affectionnait beaucoup également, François 2000 sur 38. S'agissant particulièrement du roman, l'écriture subversive rompt par exemple, comme chez les romanciers-poètes, avec les règles du roman classique et réaliste. Elle abolit l'opposition traditionnelle entre la narration et la description qui n'est plus considérée comme un hors-d'œuvre, un préliminaire qui laisse place à la narration, qu'elle soit au début de l'œuvre ou au début de chaque scène, et rompt de la sorte l'alternance de la description et de la narration suivant l'ordre réaliste classique, puisque l'espace intervient dans la narration, d'une part chaque fois que le héros y rencontre une expérience essentielle, Autre part, plus substantiellement, dans certains récits où les personnages eux-mêmes sont porteurs d'espace, renvoie à lui. Tadier 1994 sur 77. Le lecteur ne saura plus alors sauter impunément les descriptions ni les survoler ou les enjamber amènement sous prétexte qu'elles représentent des passages ennuyeux, pour retrouver au plus vite, Barthes 1973 sur 21, comme il le ferait en lisant les récits classiques, les romans de Zola, de Balzac, de Dickens, de Tolstoï, Barthes 1973 sur 20, les lieux brûlants de L'. Anecdotes, qui sont toujours ces articulations, ce qui fait avancer le dévoilement de l'énigme ou du destin, Barthes 1973 sur 21. L'écriture subversive libère ainsi l'espace du rôle secondaire de simple décor auquel le cantonne le roman réaliste par exemple. Elle affirme l'excellence de certains endroits, de certains ici ou là-bas, qui renferment la plénitude de l'être et de l'existence. Tadier 1994 sur 57, fait de l'espace le détenteur une obscure vérité, qui n'est plus destinée à naître de l'affrontement des personnages, ni du déroulement de leur caractère. Tadier 1994 sur 58, aimante le décor et le dote d'une valeur symbolique en L', associant métaphoriquement aux personnages comme chez les surréalistes qui ont globalement associé Paris à la femme, Tadier 1994 sur 77, élève l'espace au rang d'agent voire de protagoniste de la fiction comme dans les romans de Jules Supervielle et dans les premiers récits de Giono, Tadier 1994 sur 79, et renverse ainsi toutes les perspectives du roman classique. Tadier 1994 sur 78, en transformant l'homme en décor, et le décor en surhomme, Tadier 1994 sur 81. L'écriture subversive dépersonnalise alors les personnages, abolit l'intrigue, efface l'enchaînement temporel traditionnel, prive le personnage d'un caractère propre et d'une appartenance à une classe sociale déterminée, La Guyane 2012 sur 11-12.
Examinant le traitement des personnages dans le récit poétique, Jean-Yves Thadier insiste particulièrement sur le dépérissement des références réalistes et sur l'invention d'une nouvelle typologie de personnages dont les uns sont définis par leurs rêves et par la gratuité de leurs actions comme chez Valérie Larbaud, et dont les autres sont assimilés, comme chez Robert Desnos et Pierre de Mandiargue, à des images verbales ou à des êtres de papier. Thadier 1994/28, aussi peu doué de relief que possible. Thadier 1994/39, et que le narrateur tient à sa merci. Abandonnant le mouvement linéaire du temps, rompant avec la logique causale consécutive et troquant ainsi un déterminisme contre une succession, Thadier 1994/89, abolissant toute référence à l'histoire ou, comme chez Jules Supervielle, pervertissant le temps historique par le temps mythologique, l'écriture subversive confère une nouvelle architecture, Thadier 1994/89, à la chronologie qui, déchirée par un spasme, ordonne plus une séquence qui progresserait vers une conclusion, mais fixe une origine, le premier jour. Thadier 1994/96, et qui, déstructurant le temps du roman traditionnel, ne date plus indifféremment jours ordinaires et jours importants mais sert à détacher les jours d'exception des moments nuls de la vie. Au lieu de dater les jours ordinaires, Breton date par exemple les jours d'exception. Dans une utilisation inversée par rapport à l'usage habituel, il se sert de la chronologie non pour marquer le déroulement d'un ordre, mais pour fixer le souvenir de ses ruptures. Thadier 1994/96-97. On est vraiment loin du traitement du temps dans le roman classique qui, attaché à l'évocation de toute une vie, nous a appris à régler le compte de quelques personnages. Ils étaient jeunes et ils sont vieux, pauvres et ils sont riches, ils vivaient et ils sont morts. Thadier 1994/117. La subversion peut également affecter la construction même des textes littéraires, en abolissant les procédés de cohésion textuelle. L'écriture subversive est ainsi marquée par la fragmentation, l'émiettement du texte, Benjelid 2005/335, le mélange entre les différents registres de langue, l'introduction de mots prosaïques voire familiers et vulgaires dans un contexte poétique comme chez Prévert, la pulvérisation de la parole, Benjelid 2005/338 et l'indécidabilité énonciative comme chez Beckett. Elle privilégie l'enchaînement asyndétique, imprime à la phrase plusieurs distorsions, supprime les connecteurs, renverse l'ordre habituel des mots et aboutit à l'invention de nouvelles formes d'écriture telles que la poésie prosaïque, dans Paroles de Prévert, et la prose en poème, dans Chaosmos de Michel Collot. Elle affectionne particulièrement l'ellipse, et plus généralement, ce qu'on peut appeler les figures de l'incomplétude, lesquelles ne sont plus considérées comme le signe d'un manque ou d'un défaut, mais comme une source de variantes expressives et d'effets de sens, et nous invite ainsi à nous débarrasser d'une vision idéalisée de la plénitude ou complétude syntaxique, Adam 2006/111. Elle substitue encore à la syntaxe logico-grammaticale, une syntaxe affective, sensible, aussi bien dans les emplois exclamatifs et interrogatifs des hypothétiques tronqués ne comportant que SIP, Adam 2006/113, que dans l'absence de reprise, qui nuit à la continuité référentielle, suscite un effet de non-isotopie et de ce fait de non-texte et invite le lecteur à adopter une écoute vigilante pour tenter de récupérer ce défaut de textualité. Adam 2006/99. S'écartant par ailleurs de la conception classique de l'écriture qui définit l'image comme un moyen au service de la représentation des lieux et des personnages, l'écriture subversive opère un grand renversement de la rhétorique traditionnelle, dans la mesure où elle n'a plus pour fin de saisir un spectacle qui se dérobe, et que c'est au contraire elle que symbolise le spectacle. Thadier 1994/54. L'écriture polygraphique des surréalistes est sur ce point caractéristique. Elle s'oppose à l'écriture monographique du réalisme, parce qu'elle décrit des illusions, le palais des mirages, au lieu de donner l'illusion d'une description, et qu'elle substitue à l'inventaire du réel, aux listes de détails techniques, professionnels, géographiques, des défilés d'images qui se déploient dans l'imaginaire, si bien que l'effet d'irréel succède à l'effet de réel. Thadier 1994/56. La fonction référentielle est ainsi limitée par la fonction poétique, de sorte que le lecteur est empêché de croire au décor, empêché même peut-être de le voir, comme dans les romans de Desnos et d'Aragon, où l'espace n'est plus supposé réel, et où la confusion du référentiel et du métaphorique fait jouer la pure fantaisie verbale.
Tadier 1994/56. L'emballement rhétorique, l'avalanche des images, l'engouement pour le flou ou la demi-teinte et l'adoption d'une écriture plus ouvertement poétique, cherchant à structurer musicalement ses motifs, recourant abondamment au prestige de la métaphore. Rabaté 1998/25, défigure l'espace qu'il s'agit au départ de décrire, trouble la représentation des personnages dont les portraits deviennent évanescents et fugitifs, définissent une nouvelle rhétorique qui, assemblant les images verbales, est parente de la construction des collages en peinture, Tadier 1994/56, et attire l'attention du lecteur sur la structure proprement verbale du message, conférant ainsi à l'écriture une fonction poétique autotélique, selon laquelle le texte met en abîme son propre fonctionnement et les mots sont employés en eux-mêmes et pour eux-mêmes, et non seulement comme procédé référentiel. Adam 2006/104. La subversion peut enfin être tournée contre l'autorité, qu'elle soit sociale, politique, religieuse ou littéraire et artistique. Si auteur et autorité ont la même racine latine, l'association des deux termes n'a pas toujours été évidente en matière de littérature. Hackett, Maise 2014. La littérature actuelle a certes intégré toute forme de subversion, laquelle n'a plus aucune valeur en soi puisqu'elle est désormais intégrée et assimilée sans scandale. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Les procès intentés à main hauteur Baudelaire, Flaubert, ne témoignent-ils pas en effet de l'incompréhension dont les autorités ont fait souvent preuve à l'égard des belles-lettres ? De leur côté, les écrivains investissent différentes modalités afin de tourner en dérision le pouvoir en place et les valeurs dominantes de la société. Dans À la musique, par exemple, Rimbaud se sert de multiples procédés ironiques pour brosser un portrait caricatural des militaires et des rentiers, lesquels sont déshumanisés, transformés en pantins et présentés comme des nantis conformistes, qui échangent un ramassis de bêtises, Garde-Tamine 2011/202. Plus généralement, l'humour, la parodie, la caricature, l'ironie, le sarcasme et les jeux de mots sont autant de moyens qui servent à dénoncer le conformisme, l'hypocrisie sociale, la déchéance de l'école et le dysfonctionnement des institutions politiques, religieuses et sociales. S'adressant aux vieillards qui ont donné leur fils à la patrie, comme on donne du pain aux pigeons, Prévert 1972/71, Prévert s'écrie « Nous ne descendrons pas à la prochaine, ou nous vous descendrons avant ». Prévert 1972/72. Dans un autre poème parodique, Pater Noster, il invite ironiquement Dieu à ne pas se mêler des choses humaines. Chez Marcel Aimé, la parodie du merveilleux chrétien a également une fonction sociale et politique comme dans les nouvelles L'Huissier et Légende Paul Dève, où la réécriture subversive de l'épisode du jugement dernier vise à dénoncer la guerre et à brosser un portrait au vitriol de la magistrature sous Vichy, Féqui 2016/125-136. Mais il serait intéressant de voir si ces différentes modalités subversives relèvent seulement d'une poétique de la négation et de la contestation comme chez Céline, ou prônent de nouvelles valeurs et se trouvent ainsi dotées d'une fonction éthique comme chez Aragon. Quand elle est tournée contre l'autorité littéraire, l'écriture subversive peut réinvestir certains topoi littéraires afin de critiquer les thèmes ou l'esthétique d'un écrivain ou d'une école littéraire. Catherine Fromillag et Anne Sancier-Château rappellent à ce propos la critique implicite des méandres lamartiniens chez Flaubert évoquant les harpes sur les lacs, tous les chants de cygnes mourants qu'écoute Emma Bovary, Fromillag, Sancier-Château 1996/77. Et dans les poèmes de Ponge, c'est plutôt la clique des pauvres faiseurs de vers qui est tournée en dérision grâce au jeu rythmique subtil, ainsi que le note Jean-Michel Adam au sujet du gymnaste. Comme souvent chez Ponge, on peut lire ce poème comme une déclaration de poétique. La virtuosité du gymnaste que le texte ravale au rang de modèle de la bêtise est un peu celle de la poésie versifiée avec laquelle ce texte joue subtilement. Plus de sonnets, d'odes, d'épigrammes, disait Ponge, plus de vers au sens propre du terme. Ponge oppose à la virtuosité prétentieuse du faiseur de vers une écriture débarrassée des artifices de la versification. Mais une prose aussi dense que le vers dans sa texture, Adam 2006/110. Mobilisant plusieurs approches thématiques, génériques, stylistiques, etc., les différentes contributions réunies dans ce volume interrogent les modalités et les enjeux de l'écriture subversive tout en mettant l'accent sur la complexité de la notion de subversion qui se rapporte aussi bien au domaine esthétique qu'au domaine éthique,
renvoie aux questions de l'hypertextualité, de l'architextualité et de l'hybridation, et révèle tout autant les choix littéraires que l'engagement sociopolitique de certains écrivains. Le grand éventail des études, qui se rapporte à différentes périodes allant du Moyen Âge à l'époque contemporaine, qui porte aussi bien sur des œuvres consacrées que sur le manuscrit de textes encore inédits et qui s'intéresse à maintes littératures françaises, cubaines, québécoises, américaines, acadiennes et maghrébines. Ce grand éventail des études permet non seulement de rendre compte de la multiplicité des déclinaisons que peut avoir l'écriture subversive, mais également de mettre en cause une vulgate largement répandue dans le domaine littéraire, laquelle consiste à allier exclusivement la subversion à la modernité. Plusieurs contributions portant sur des œuvres du Moyen Âge mettent ainsi en relief l'importance de la notion de subversion pour appréhender la particularité de certaines œuvres écrites pourtant à une période où il n'existe pas une définition stricte des genres littéraires. Outre les contributions qui se focalisent sur les grands connoisseurs de l'écriture subversive, Baudelaire, Mallarmé, Artaud Michaud, Brecht, Prévert et Robbe-Grillet, d'autres étudient la subversion chez des auteurs où elle semble n'avoir nulle part sa place, comme la Jean Flaubert, dont les membres sont liés tout autant par une grande amitié que par une pratique de la subversion se développant sous des formes multiples et variées. D'autres articles ont en commun d'étudier des œuvres relevant de ce que Lise Gauvin appelle les littératures de l'intranquillité, empruntant à Pessoa ce mot aux résonances multiples. Il s'agit des œuvres qui appartiennent au vaste domaine de la francophonie littéraire et qui sont marquées par une pratique langagière, qui est fondamentalement une pratique du soupçon. Cette pratique du soupçon, nous la rencontrons aussi dans les études qui traitent la subversion dans les nouvelles fictions queer, lesquelles s'attaquent de préférence à ce que Muriel Plana appelle de manière générale les normes d'identité. Normes sociales, de genre, de sexualité, de race, de culture, de classe, mais aussi normes esthétiques, distinction entre les arts, entre les genres littéraires, entre les tonalités, entre les registres. Jouant avec les clichés qui définissent les genres littéraires, l'art subversif queer permet de les repenser comme genre, et montre qu'ils ont besoin d'être hybridés avec d'autres genres et arts pour sortir de la sclérose qui les guette tant ils sont à la mode et formatés aujourd'hui. Ce sont là les grandes orientations auxquelles renvoient les différentes contributions de ce collectif consacré aux écritures subversives. Ou plutôt, si l'on veut, ce sont là les horizons possibles que le questionnement de la subversion pourrait ouvrir aux lecteurs de ce volume. Dans son art poétique, Max Jacob écrit « Une œuvre est créée quand chacun de ses mouvements, qu'ils ressemblent ou non à ceux de la Terre, se passe loin d'elle. » Jacob 1922/46. Tout en invitant le lecteur à cerner l'originalité de l'écriture subversive et les différents enjeux esthétiques, sociaux et politiques de cette pratique littéraire, nous souhaiterions que cet ouvrage collectif puisse l'exhorter à découvrir aussi bien les littératures de l'intranquillité que les fictions queer et à réfléchir sur les conditions qui, outre l'hybridation, contribuent à revivifier les genres littéraires et à les sauver de la mort où ils risquent de sombrer si, comme le phénix, ils ne renaissent pas de leurs cendres. Références bibliographiques. Adam J. Monsieur 2006, La linguistique textuelle. Introduction à l'analyse textuelle des discours, Paris Armand Collin, Col Cursus, 234 p. Marter 1973, El plaisir du texte, Paris Seuil Col. Tel quel, 105 p. BENDJELID, F. 2006. L'écriture de la rupture dans l'œuvre romanesque de Rachid Mimouni, thèse de doctorat sous la dire de F. Sari 627 p. Breton, A. 1947. Les manifestes du surréalisme suivis de prolégomènes à un troisième manifeste du surréalisme ou non, Paris, Sagittaire, 211 p. Eco U 1972, La structure absente. Introduction à la recherche sémiotique, trad. De l'italien paru Esposito Torrigiani, Paris, Mercure de France, 448 p. Féqui K 2016, L'huissier de Marcel Aimé. Une satire de la magistrature sous Vichy, littérature numéro 74, pratique et enjeux de la réécriture, Monsieur Rebaille, dire, pp 125 à 136. Disponible sur Internet. http://journals.opt-edition.org/literatures/546. François C. 2000, Jacques Prévert. Parole Rony Bréal Col. Connaissance d'une œuvre, 128 p. FROMILHAGUE C. Sancier Château, A. 1996.
Introduction à l'analyse stylistique, 2e édition Paris Duno Coll. Lettres supérieures, 270 p. Gare de Tamine, J. 2011, La rhétorique, 2e édition Paris Armand Collin Coll. Cursus. Lettres, 221 p. Gare de Tamine, J. 2013, La stylistique, 3e édition Paris Armand Collin Coll. Cursus. Lettres, 240 p. Hackett, Gisèle Maizeux, H. 2014, Autorité et normes d'autorité en littérature savoir en prisme numéro 3, La vie des normes en ligne, F. Haïtz et Philippe Dir, avec la collaboration de V. Bolland, E. Marmurstein, J.Tel Hackett et H. Maizeux. Revue électronique disponible sur Internet, http://savoirenprisme.wordpress.com/. Editions et Presse universitaire de Reims, Centre interdisciplinaire de recherche sur les langues et la pensée, EA 4299. Jacob Monsieur 1922, Art poétique, Paris Émile Teulfrère 75 p. KERBRATORECCHIONI, C. 1980, L'énonciation de la subjectivité dans le langage, Paris Armand Collin, Coll. Linguistique, 290 p. L'Aguillan, JF 2012. La douleur du chaos et de la subversion dans l'œuvre de Marguerite Duras, Paris Publibook Coll. EPU, Editions Publibook Université. Lettres et langues. Lettres modernes, 115 p. LARTHOMAS, p. 1995, Le langage dramatique. Sa nature, ses procédés, Paris PUF 478 p. Lévy-Bruhl, L. 1903, La morale et la science des mœurs, Paris et Falcan Coll. Bibliothèque de philosophie contemporaine, 300 p. MEZGUELDI, Z 2000, Oralité et stratégie scripturale dans l'œuvre de Mohamed Khaireddine, doctorat d'État sous la dire de Sebon et M. Gontard, Université Lumière Lyon 2 558 p. Michaud H. 1998, L'époque des Illuminés qui je fus, une œuvre complète, t. 1 R. Bello Ritraned, Paris Gallimard Coll. Bibliothèque de la Pléiade, pp 106 à 109. Plana Monsieur 2004, Roman, théâtre, cinéma. Adaptation, hybridation et dialogue des arts, Rony Sous-Bois-Bréal Coll. Amphi. Lettres, 255 p. Prévert J. 1972, Parole Paris Gallimard Coll. Folio, 256 p. Rabaté D. 1998, Le roman français depuis 1900 Paris PUF Coll. Que sais-je 127 p. RACELLELATTN D. 1973, Lisibilité et idéologie littérature numéro 12, Code littéraire et codes sociaux, pp 86 à 92. Supervielle J. 1978, L'homme de la Pampa Paris Gallimard Coll. L'imaginaire, 188 p. Tadier J. 1994, Le récit poétique Paris Gallimard Coll. Tel, 206 p. VIRMAUX, A. 1968, La tentation du cinéma chez les poètes au temps du surréalisme d'Artaud à Supervielle, Cahier de l'Association internationale des études françaises numéro 20 pp 257 am 274. Première partie, subversion plurielle. Stratégie de subversion groupée, dans le réseau Flaubert. Thierry Poyet. L'excès m'a toujours attiré, quel qu'il soit, Flaubert 1973 sur 383. L'agent Flaubert, c'est ce réseau que l'écrivain normand, par sa pratique de l'amitié, son sens des stratégies sénaculaires et plus largement la richesse de son entre-gens social, s'est fabriqué au fil des années, dans une association un peu hétéroclite de personnes, exclusivement ou presque des écrivains, en tout cas des passionnés des lettres. Qu'il s'agisse de connaissances proches, d'amis véritables ou même d'affidés au sens fort du mot, cette gens est principalement composée de minors, tels Louis Bouillet, Louise Collet, Maxime Ducamp, Ernest Feydeau ou Alfred Le Poitvin. De la plupart de ceux qu'on a appelés les petits naturalistes, en hommage à Zola qu'ils allaient définitivement rejoindre, mais aussi de quelques maîtres mal reconnus, Gautier, ou en devenir, Zola justement et Maupassant. Elle attire des rivaux, Edmond de Goncourt. Elle séduit des amis qui s'en rapprochent tout en conservant une certaine distance, sans doute Tourguenieff. Pour Flaubert, entre 1850 et 1880, il s'agit d'imposer tout à la fois une nouvelle écriture et une nouvelle littérature, un nouvel écrivain et un nouveau public.
À quelques exceptions près, tous appartiennent à la bonne société. Flaubert et Ducamp sont des rentiers comme Concours. D'autres profitent de revenus assurés grâce à leurs livres et à une littérature convenablement rétribuée, tels Sand et Zola. Les derniers, moins heureux, gagnent leur vie avec plus de difficultés. Bouillet donne des leçons, mais sont malgré tout de petits notables de province. La subversion semble n'avoir nulle part sa place dans l'agent Flaubert. Pourtant, pour s'affranchir d'un statut de petit ou de grand bourgeois, pour devenir un artiste à part entière, pour créer une œuvre qui fasse date et reste dans la mémoire collective, elle s'affirme bien comme la posture qui sera la meilleure arme, du moins la plus efficace. C'est probablement l'opinion la mieux enracinée en Flaubert, et celle autour de laquelle il parvient à agréger ses futurs amis. Car au-delà du lien humain qui unit les différents membres les uns aux autres, la notion de subversion nourrit le groupe en se développant d'ailleurs sous des formes multiples et variées. La première, la plus simple et immédiate, tient dans la provocation morale qui consiste à effrayer le bourgeois par toutes sortes d'audaces au premier rang desquelles prennent place les aventures érotiques et pornographiques, tant dans la vie individuelle qu'en littérature. La deuxième se développe dans l'irrespect des codes littéraires en cours. Refus d'écrire pour un public, volonté de tourner le dos aux auteurs à succès, tentative de rompre avec le romantisme, refus de faire école. C'est la subversion d'une poétique nouvelle. L'esthétique flaubertienne, impersonnalité, recherche du beau, gratuité de l'art, forme pyramidale du roman, en ouvrant l'ère de la modernité littéraire, brutalise la tradition d'une littérature engagée dans son époque. La troisième, d'ordre plus philosophique, se développe par la subversion de l'image de l'écrivain nouvellement posé. Archétype de l'autre, l'artiste devient un être à part, indépendant mais isolé, jusqu'au risque de l'implosion de sa propre gent. Elle induit des déclarations nihilistes, un sens de la mort, elle élève Sade en Dieu. Pourtant la subversion, par la pluralité de ses manifestations, révèle aussi ses limites. Atout du groupe qu'elle tendait ainsi à souder, il lui arrive aussi de l'écarteler en des directions trop différentes. Et c'est ainsi que tout compte fait, l'école de Rouen n'existera jamais. Le seul étendard d'une écriture contre tous ne suffit pas. La subversion littéraire fonctionne comme une utopie et un ghetto tout à la fois. Peut-être parce que si elle ouvre sur l'autre quand il est un prétendu alter ego, elle referme sur soi quand l'autre rechigne à se confondre avec le moi du chef. 1. Subversion du bourgeois, contre la morale. Le nombre est une force et le groupe une manière d'éprouver cette force. Les premières amitiés flaubertiennes, qui réunissent Alfred Le Poitvin, le futur auteur d'une promenade de Bélial, ou Ernest Chevalier, avec lequel le jeune Gustave écrit ses premières scénettes, constituent un champ naturel pour fourbir ses premières armes en matière de provocation. Les trois garçons, auxquels s'ajoutent d'autres, oubliés ensuite ou que Flaubert retrouvera vite, le poète Louis Bouilhet par exemple, s'exercent dans des critiques tous azimuts. Ils s'en prennent aux institutions religieuses et scolaires, ils développent leur sarcasme face aux règles de la vie bourgeoise, contre le mariage, voire la famille, ils dénoncent les faux-semblants et les vraies hypocrisies. En tant qu'adolescents ou que jeunes hommes, ils prétendent à une pureté et un sens de l'absolu que leurs aînés auraient perdu. Flaubert critique tout à la fois Rouen et ses concitoyens, les paysans et leurs mœurs arriérées, nombre de ses maîtres au collège de Rouen, son frère, et tous ses condisciples trop sages. Par exemple, la question de la sexualité peut se donner comme une synthèse de leur esprit de révolte. Au temps de leurs jeunes années, Gustave et ses amis affichent volontiers et en simultané, dans la discrétion des échanges épistolaires, des penchants homosexuels bien marqués alors qu'ils courent les maisons closes pour prendre place dans les bras des mêmes filles, pourvu qu'une réputation s'en dégage et puisse choquer leur entourage. Adolescents, ils se sont lancés dans des concours de masturbation mais parce que la débauche apparaît au fond comme un passage obligé, qui fut celui de leur père avant eux, ils cherchent encore d'autres expédients et à 20 ans Flaubert renonce au sexe et se fait abstinent pendant plusieurs mois. À l'âge adulte, les mêmes, Flaubert, Maupassant, les Goncourt et quelques autres, se racontent dans un tapage savamment orchestré leurs expériences dans les bordels parisiens ou orientaux. Il faut se vanter d'avoir soit choisi la plus laide pour l'honorer devant tous les clients réunis, soit manifester une endurance sans mesure et connu un nombre exceptionnel de relations sexuelles au cours de la même nuit. Choqué, tel est le but de ceux qui se retrouvent dans l'agent Flaubert avec la même intention constamment répétée, ahurir le bourgeois. En ce sens, l'amour romantique semble banni. Tous s'efforcent de cacher au mieux leurs vraies histoires sentimentales.
D'autres comportements, presque aussi tapageurs, témoignent du même type de révolte. Face à l'argent et à la nécessité de prendre une place dans la société, face à la notion de réussite, face à toutes les formes d'autorité et la nécessité de les reconnaître en tant que telles. Ducamp jeune déclare sans plus de mesure: « Je ne veux ni roi, ni empereur, ni pape, ni père. » Leclerc 2000 sur 339. Il y a en eux tous quelque chose d'un esprit libertaire, une sorte de tentation anarchiste avant l'heure. La subversion au cœur de l'agent Flaubert consiste à déranger et offusquer, à choquer et outrer. Par le choix des chemins de traverse, s'exprime la volonté de se désolidariser d'un groupe plus large qui leur a été imposé: la famille, la nation, les coreligionnaires. L'entrée en subversion revient alors à afficher un moi plus fort que tous les autres et qui, en faisant sécession, prétend créer ses propres repères, fonder sa propre ligne et engager un nouveau chemin. La subversion est une revendication. En ce sens, la subversion a longtemps passé pour une attitude typique de la jeunesse, une croyance folle qui disparaîtrait avec les années et qui tiendrait dans l'illusion d'inventer un nouveau monde en renversant l'ancien. Or, en s'enracinant dans l'être, la subversion se confond bientôt avec la politique de la table rase qui s'impose pour donner sa chance à la singularité de l'artiste en herbe. Subversif, il peut enfin se sentir exister quoi qu'on lui oppose de confondre sottement révolte et révolution. C'est pourquoi dans l'agent Flaubert, rien ne change avec le temps. Devenus des notables à leur tour, Flaubert et ses amis continuent de moquer tous ceux qui rentrent dans le rang, y compris en leur sein. Que ne sera-t-il pas écrit sur Ducamp décoré de la Légion d'honneur? Et quid encore de tous ceux qui candidatent à un siège à l'Académie française? Âgé de 45 ans, Flaubert déclare encore: « Moi, il y a des jours où la colère m'étouffe. Je voudrais noyer mes contemporains dans les latrines. Ou tout au moins faire pleuvoir sur leurs crêtes des torrents d'injures, des cataractes d'invectives. » Flaubert 1998 sur 411. Si la subversion est un état d'esprit, en effet, elle ne peut tenir à l'âge des artères. Au contraire, fortifiée d'une certaine expérience, elle se fait plus totale encore. Ainsi, l'œuvre littéraire elle-même doit se développer dans le champ de la subversion. Comment en irait-il autrement puisque le choix même de la carrière littéraire est initialement porté par une quête de la distance et de la marge, sinon de la normalité. L'entrée en littérature est à la fois message subversif et opposition inaugurale à l'ordre bourgeois. On se souvient que le père de Flaubert aurait préféré pour son fils une carrière d'avocat ou de notaire si bien que Gustave, tout comme ses amis Le Poitevin et Chevalier, entreprend d'abord des études de droit. Ernest Feydeau occupe un vrai emploi, de coulissier à la Bourse de Paris, avant de devenir romancier et encore se rapproche-t-il du monde éditorial par un premier ouvrage qui n'a rien de littéraire consacré aux pratiques mortuaires. De fait, le regard familial est resté profondément sceptique devant toute carrière artistique. Ses sœurs et sa mère tentent tout au long de son existence d'en dissuader Louis Bouilhet. Louise Collet, qui épouse un musicien et s'abandonne à la littérature, est mise au banc de sa famille. Seule la réussite et le modèle flaubertien rassurent un peu Madame Maupassant rendue incapable d'interdire à son fils, Guy, l'aventure littéraire même si celui-ci occupe d'abord des postes ingrats au ministère de la Marine puis de l'Instruction publique. Les membres de l'agent Flaubert ont-ils une revanche à prendre? En tout cas, avec leur entrée en littérature, c'est la littérature elle-même qui bascule. Les œuvres s'inscriront désormais dans le contre-pied de ce que la bonne société attendait de ses écrivains. Toute valeur didactique en disparaît définitivement. La dimension morale est chassée autant que possible. Avec Madame Bovary, Flaubert peint l'adultère, la ruine et le suicide. Avec Fanny, Feydeau ose représenter un amant jaloux du mari et dans Souvenir d'une cocodette, il s'autorise carrément un roman d'amour libertin. Au demeurant, l'on n'en finit plus de compter les prostituées dans une production littéraire qui érige en héroïne cette nouvelle figure romanesque. De Rosanette à Boule de Suif en passant par Nana, la fille Élisa et tant d'autres, elles viennent toutes confirmer la fameuse inclination de Flaubert. Je n'ai jamais pu voir passer au feu du gaz une de ces femmes décolletées, sous la pluie, sans un battement de cœur, de même que les robes des moines avec leurs cordelières à nœuds me chatouillent l'âme en je ne sais quel coin ascétique et profond. Il se trouve en cette idée de la prostitution, un point d'intersection si complexe, luxure, amertume, néant des rapports humains, frénésie du muscle et sonnement d'or, qu'en y regardant au fond le vertige vient et on apprend là tant de choses.
Flaubert 1980 sur 340. La littérature se ferait-elle recueil de scènes de débauche ? En tout cas, au nom d'un certain réalisme, elle est livrée désormais aux mains d'écrivains qui révèlent avec entêtement, affranchis de toute limite, les défauts et les tares d'une société dont ils savent depuis longtemps qu'ils ne la changeront pas. De son côté, Maupassant se complaît à peindre le mensonge, la tromperie et la souffrance au sein du couple mais aussi la violence sadique d'un prêtre rongé par ses frustrations dans une vie. Zola consacre tout son cycle des Rougon-Macquart à étudier le poids des tares dans une généalogie familiale et la mort rôde à la fin d'un grand nombre de leurs romans. Une mort attendue et même choisie, considérée désormais comme la seule délivrance possible. Il suffit de relire les 2 romans de Maxime Ducamp, le livre posthume. Mémoire d'un suicidé et les forces perdues, pour le comprendre. Avec les années, la subversion n'est plus un choix, elle est devenue la seule lecture possible du monde, donc son unique représentation. Elle exprime une lucidité nécessaire opposée au temps prétendument glorieux du Second Empire, en pleine fête impériale ou quelques années plus tard au cœur même des compromissions, de la Troisième République. Désormais les bourgeois, les notables et les princes, autrefois censeurs intraitables, lisent cette littérature en se doutant qu'elle révèle davantage la vérité qu'elle ne recherche la polémique. Mais rien n'y fait. Le discours littéraire reste impuissant face à l'inertie de la société quand les puissances politiques feignent de ne voir en lui que le résultat d'une conception utopique de l'existence. Et Flaubert et les siens entendent trop bien le discours lénifiant de la bourgeoisie au pouvoir. Parce que l'écrivain aurait rêvé d'un monde beau, où l'idéal se confondrait avec le hic et nunc, il exprime une sensibilité à fleur de peau qui le pousse à tout voir en noir. L'agent Flaubert doit se résoudre à une évidence qui s'affirme sur le mode du détournement de la pensée hugolienne dans la préface des Misérables. Parce qu'il y aura toujours de la misère et des malheureux, des livres de la nature de ceux-là pourront rester inutiles. Au fond, la subversion elle-même est mise en danger, réduite à apparaître comme une posture artistique négligeable et infondée. Si elle ne parvient plus à choquer et susciter les réactions, elle se trouve vidée de sa raison d'être, sinon de son sens. C'est là entre autres le risque encouru par une littérature réaliste et la raison qui pousse Flaubert à déclarer son écriture en haine du réalisme. 2. Subversion de l'académisme, pour une nouvelle poétique. L'agent Flaubert éprouve très vite, donc, le besoin d'inventer une autre forme de subversion. Son discours sur la société devenue inaudible, quoique bruyant et même violent, il lui faut se tourner vers une autre manière d'exercer son esprit de dérision associé à la sempiternelle envie de construire un monde nouveau. Ainsi arrive le temps de l'autonomisation de la littérature que porte et illustre l'agent Flaubert dans sa radicalité, avec ses adhésions et ses divisions. L'agence Flaubert, qui aperçut les limites de son mode opératoire en matière de subversion sociale et morale, se réfugie dans l'art comme si la littérature s'ouvrait à elle, sans code ni règle, dans une liberté totale. Or elle se retrouve confrontée là à d'autres autorités, d'autres maîtres, d'autres canons. Parce que Flaubert refuse d'écrire comme par le passé, derrière lui, il entraîne ses camarades. D'abord, il renverse les catégories traditionnelles. Il refuse l'appartenance à une école littéraire, il rejette les maîtres à penser et proclame que seul le beau doit prévaloir, de quelque forme qu'il s'exprime. On connaît la fameuse formule selon laquelle « Uvto donc vaut Constantinople ». Flaubert a édicté qu'avec le travail du style et la maîtrise de son expression l'écrivain peut réussir l'alchimie exceptionnelle qui consiste à fabriquer du beau à partir de n'importe quel matériau. Il érige sans réserve la forme en valeur suprême mais ce faisant, il perd quelque peu ses détracteurs et ses proches, quand il se plaît à rappeler sans cesse que le beau et le vrai se confondent. C'est une nouvelle poétique qui se met en place. Elle fait fi de tout ce qui l'a précédé tant l'hommage permanent à quelques grands écrivains du passé qu'il faudrait toujours relire reste le résultat de goûts un peu vagues et très personnels. De toute manière, le choix de l'impersonnalité comme principe majeur a déjà permis la rupture avec les cercles romantiques et leur écriture définitivement rejetée comme appartenant au passé. Pour le moins, l'agent Flaubert s'extrait de la littérature discours. Ses œuvres ne seront plus porteuses d'un message, elles ne doivent plus être utiles. Le principe du groupe s'affirme dans une simplicité désarmante. Il ne faut songer qu'à l'art en soi et à son perfectionnement individuel, Flaubert 2007 sur 712. Et consommer la rupture avec la littérature engagée, à la manière de celle qu'affectionne Victor Hugo.
L'artiste s'établit désormais à l'écart de la société. Il revendique la marginalité comme sa différence suprême, c'est-à-dire la réalité même de son essence artistique. Ni engagée, ni distrayante, la littérature se met pour de bonne au service de l'écriture artiste. Nouvelle expression de la subversion, bien plus forte que toutes les autres. Flaubert, les concours, surtout Edmond une fois son frère disparu, cherchent à en devenir les représentants les plus absolus. Ceux qui s'efforcent trop encore de servir à quelque chose, dénoncer la misère comme Zola. L'agent Flaubert installe de nouvelles barrières. Elle érige une frontière plus infranchissable entre écrivains, ceux qui se soucient du beau exclusivement, et les autres, les faux artistes, ceux qui ne rêvent que de succès rapides et éclatants. Flaubert a décidé qu'on détesterait avec lui les De Kock, Féval, Sardou et autres faiseurs de textes faciles. Au nom d'une poétique intransigeante, elle dénonce volontiers, elle stigmatise, ceux qui vendent trop bien leurs livres et signent des contrats trop avantageux, ceux que le régime en place décore trop volontiers ou pensionne trop largement, ceux qui le servent sans aucune honte. Tous sont montrés du doigt, et aussitôt opposés aux vrais artistes selon un panthéon qui va de Rabelais et Ronsard jusqu'à Voltaire. La subversion esthétique redevient une affaire sociale quand l'agent Flaubert prononce ses mises au ban. Des règles nouvelles ont été établies que nul n'a plus le droit de négliger. La fameuse structure romanesque réduite à la formule imagée, faire la pyramide, qui devient une grille de lecture impérative, le choix du mot juste, le refus de la moindre répétition et même de l'allitération forcément déplacée, le souci d'une langue de qualité. L'invention elle-même n'est plus le résultat d'une quelconque forme d'inspiration. Les muses sont oubliées et le travail de l'érudition devient nécessaire, comme une base sans laquelle l'œuvre littéraire n'existe jamais. Avant d'imaginer, l'écrivain doit se documenter, il enquête, il lit des dizaines de livres, des centaines pour en écrire un seul. Il importe peu, le mythe de l'écrivain romantique est mort. L'effusion trop facile des sentiments ne fera plus jamais un livre de littérature. Pour autant, il ne s'agit pas d'en revenir à une écriture académique, encore moins de rejouer une énième répétition de la bataille des anciens contre les modernes. La subversion esthétique prend à contre-pied toutes les anciennes règles, comme tous les nouveaux maîtres autoproclamés. En réalité, la subversion artistique qui se joue là avec l'agent Flaubert se manifeste encore sur le régime de la politique de la table rase. Si la première règle prescrite tient bien dans la connaissance des classiques, cependant il convient de les oublier au moment d'écrire, pas de plagiat mais juste une nourriture de l'âme. Quant aux tenants d'un art officiel, ils ne sont pas même pris en compte. La littérature se crée ailleurs que sous la coupole de l'Institut. Un vrai travail, une véritable occupation du champ littéraire, se met en place qui doit trouver ses premières manifestations dans des rédactions de préfaces, comme Autant d'art poétique, par Flaubert et Bouilhet. Ainsi envisage-t-il d'éditer toute l'œuvre de Ronsard avec un texte préfaciel de leur cru, qui consisterait en l'expression de leur poétique nouvelle et originale. Les rôles et les fonctions aussi ont été répartis, volontairement ou pas. Bouilhet s'est chargé de la poésie, Flaubert du roman, du camp du tapage médiatique par l'entremise de la Revue de Paris et le Poitevin, mort depuis 1845, a laissé l'héritage d'une pensée philosophique. De plus, Bouilhet et Flaubert se sont occupés depuis longtemps de penser les contours définitifs de leur esthétique moderne. Feydeau s'en est allé vaillamment défendre ses principes essentiels dans la préface d'un début à l'Opéré, lui qui avait donné sa Fanny comme une réplique en hommage à Madame Bovary, et chacun a tenté de se positionner au mieux pour être de cette nouvelle littérature. Avec le temps, les renforts se sont adjoints aux membres de la première heure,
Maupassant bien sûr même s'il devra toujours apprendre à écrire moins vite, à qui Bouillet et Flaubert enseignent sans relâche l'essentiel de leur conception esthétique, Edmond de Goncourt qui se charge de faire vivre encore l'écriture artiste. Le groupe, ainsi constitué, malgré de nombreux soubresauts ou revirements, imprime sa marque à son temps par ses publications romanesques successives, ses succès théâtraux, pensons à l'œuvre dramatique de Bouillet, mais aussi par les échanges nombreux qu'il entretient avec tout ce qui compte dans la France littéraire d'alors. Flaubert est devenu l'ami de Gautier. Avec les siens, il s'est rapproché de Michelet, Taine, Renan ou Tourguenieff dans les cabinets privés de quelques restaurants, à l'occasion des fameux dîners Magny par exemple. On fraye avec Baudelaire dans le salon de la présidente et puis Ducamp a publié les premiers textes de la plupart des écrivains de la génération suivante. Tout cela donne de belles relations, un entre-gens utile. Désormais l'agent Flaubert est reçu dans les salons les plus en vue. Elle est invitée pour occuper les meilleures places jusque chez la princesse Mathilde. L'art de la subversion esthétique consiste alors en un savoir redoutable qui consiste à écarter les autres, tous ceux qui ne sont pas de son monde, pour mieux prendre leur fauteuil et occuper tout le champ littéraire et médiatique. Bientôt il s'agit de transmettre le flambeau. À Maupassant en premier lieu mais aussi à tous les jeunes impétrants de la fin des années 1870 que Flaubert lit à l'aune de la seule poétique qui vaille, celle de Saint-Jean, depuis Huysmans jusqu'à Anatole France, leur accordant ou pas sa bénédiction. Comment, face à une pareille solidarité de groupe, se surprendre des attaques infligées à Louise Collet quand celle-ci, contre toute attente, ose s'engager dans des combats féministes, sentimentalistes ou même pleurards? Naturellement, c'est tout le groupe qui s'en prend à sa littérature que chacun s'empresse de juger de pacotille. Car la politique de la subversion s'est organisée pour une efficacité meilleure. Il ne s'agit plus de crier et tempêter, de choquer et déranger, de substituer aux attitudes bourgeoises des comportements grossiers et provocateurs. Flaubert et les siens n'auront jamais droit aux funérailles d'un Hugo, mais ils laissent une trace à l'empreinte durable et les jeunes pousses ne jurent plus que par leurs souvenirs. La bataille de la subversion est remportée quand la mémoire collective oublie déjà les précédentes gloires, comme Terny est rendue moins attirante. Musset et Balzac, et Stendhal, semblent bien loin en 1880. On sait qu'on n'écrira plus jamais comme avant Flaubert et les siens. Un interdit vient d'être posé et la subversion tient bien sans conteste, dans le renversement des valeurs en tête desquelles prend place cette capacité inattendue à fixer des règles intangibles pour qui voulait justement bannir toutes les règles. Comme un académisme nouveau. 3. Subversion de la bien-pensance, contre la banalité de l'existence. Mais l'art vaut-il bien qu'on se batte pour lui avec une pareille vigueur? Qui lira les œuvres que l'on écrit selon des principes nouveaux si difficiles à suivre, que l'on se surprend soi-même à douter de leur pérennité? D'ailleurs, quelle n'est pas la fatigue de Flaubert en personne et à sa suite de tous ceux qui veulent écrire comme lui? La peine qu'on se donne a-t-elle encore un sens? La littérature offre un nom et confère une reconnaissance à l'instar des places plus banales que les autres bourgeois choisissent d'occuper dans la société. Chirurgien en chef de l'Hôtel-Dieu à Rouen ou écrivain, il s'agit toujours de devenir le meilleur et de lire dans les yeux de son entourage l'admiration et la bienveillance tant attendues. Au terme de plusieurs décennies de travail, qui cela amuserait-il encore? Malgré eux, comme revenus de tout, les membres de l'agent Flaubert connaissent au fil des ans l'expérience d'un désenchantement contre lequel ils se croyaient prémunis. Habitués des plus beaux salons, ils conçoivent la vanité de toute chose. Par peur des désillusions, Ducamp préfère se peindre dans une histoire d'amour en vieux compositeur oublié et insister dans le crépuscule. Propos du soir sur la dimension particulièrement fluctuante des succès et de la renommée. Dans ses lettres de la dernière décennie, Flaubert ne cesse plus de clamer son malheur de vivre. Un tel désarroi devant l'existence, une pareille envie d'en finir ont été connues bien des années plus tôt par le Poitevin, Bouillet ou même Gautier. Comme si la vie ne servait à rien. Comme s'il valait mieux en finir au plus vite, loin de toutes les ambitions et de toutes les subversions. L'observateur maladroit se surprendrait à découvrir au fond d'eux tout une vague malédiction, une forme d'incapacité au bonheur, celle-là même qui faisait écrire à Ducamp. Le bonheur était à mes pieds et j'ai été le chercher bien loin tandis que je n'avais qu'à me baisser pour le prendre. Il s'agit plus simplement d'une vraie lucidité sur la condition humaine. Leurs ambitions étaient juste démesurées eu égard à leurs moyens.
L'expérience artistique n'a rien changé. Flaubert a toujours préconisé à ses amis l'écriture comme un refuge, le travail comme un moyen d'oublier l'existence, et pourtant ils découvrent tous ensemble qu'il en allait encore d'une illusion. Demeure l'épreuve de vivre et la vanité de l'art. Quand Flaubert expliquait à la princesse Mathilde, « C'est pour ne pas songer aux crimes et aux sottises de ce monde et pour n'en pas souffrir que je me réfugie dans l'art à corps perdu », il ajoutait aussitôt, « Triste consolation. » Pour s'interroger enfin, bien incertain, à défaut d'autres cependant ? Flaubert 1991 sur 665. Dès 1846, il notait, plus lucide que provoquant, « Le plus drôle c'est que m'occupant d'art, je ne crois pas plus à ça qu'à autre chose, car le fond de ma croyance est de n'en avoir aucune. » Flaubert 1973 sur 397-398. Au fond, ils savent bien que tous les hommes, artistes ou pas, conservent au fond d'eux une dernière croyance. Il faut que la vie, malgré tous les tourments, vaille encore d'être vécue. S'en prendre à cette conviction ultime, la railler et la réduire à n'être qu'une illusion consiste en la plus terrible des subversions, la plus violente parce que la plus totale. Forcément, l'agent Flaubert ne peut s'empêcher de frapper là où c'est le plus douloureux. La mort devient leur héroïne privilégiée. Ainsi, autour du maître, et dans la plupart des œuvres de l'agent Flaubert, on meurt beaucoup, parce qu'il vaut mieux mourir que vivre. La vie apparaît systématiquement comme une supercherie devenue évidente, et ce n'est pas un hasard si, à partir des années 1860, Flaubert se rapproche de Tourguenieff qui apporte en France le mot et l'idée de nihilisme. La tentation du suicide aura été omniprésente tout au long de l'existence de Flaubert. Il déclare ainsi « On voudrait crever puisqu'on ne peut faire crever les autres et tout suicide est peut-être un assassinat rentré » Flaubert 1980 sur 357. Et quand la mort fauche les membres de sa gent les uns après les autres, Bouillet, Jules de Concours, Gautier et les autres, Sainte-Beuve par exemple, Flaubert est encore partagé entre une affliction bien compréhensible et l'envie sourde de se réjouir pour eux. Enfin, ils sont libérés de l'épreuve de la vie. Car il existe une sorte de lassitude, d'embêtement de l'existence qui ronge les plus belles ardeurs et réduit à rien le plus grand des écrivains. En réalité, ils ont tous pratiqué l'expérience racontée par Ducamp. Il Gautier s'embête fort, et moi, je ne t'en parle pas, je ressemble à une armoire dont on a perdu la clé. On sait qu'il y a quelque chose dedans mais il n'est pas possible de l'ouvrir. Leclerc 2000 sur 252. Dans un rejet grandissant de l'existence, l'autre ne trouve plus son salut. En réalité, le rapport à l'autre a toujours été compliqué. Flaubert a affiché en effet sa misanthropie depuis toujours, très vite rejoint par son ami Bouillet qui lance « Je deviens misanthrope, des pieds à la tête. La société de mes semblables m'exaspère. Je ne trouve rien de plus bête que l'homme, et tout mon cœur descend ou monte plutôt vers les animaux et les plantes. J'ai des admirations imbéciles pour la sagesse des bœufs et la sérénité des légumes. » Bouillet 1996 sur 189. Ensemble, ils peuvent proclamer leur dégoût du monde moderne à qui veut bien les écouter. Flaubert devant Maupassant ne se surprend plus à écrire au sujet de l'existence. Quand on n'en pleure pas de rage, on en vomit de dégoût, Flaubert 2007 sur 719. Tout avait commencé au fond par une misogynie bien marquée, comme une concession machiste à son temps, et tout finit dans une volonté de se retirer définitivement du monde, d'abord à travers le mythe de l'Ermitage, manière de revisiter la tour d'ivoire romantique, puis dans une violence contre les contemporains bientôt retournée contre soi. Ainsi, la terminologie employée par Flaubert dans sa correspondance se fait résolument violente pour évoquer la vie et rêver de vengeance à l'encontre de ses contemporains. La misanthropie flaubertienne empêche de vivre. Elle pousse à rejeter l'existence commune, mais aussi à se désoler de la vie d'artiste, beaucoup moins drôle que le bourgeois le croit. Sans aucun doute, il convient de se retirer du monde et dans l'agent Flaubert chacun a semblé choisir son chemin. Flaubert dans le sacerdoce à l'art, Maupassant dans une vie comme un météore tant dans la création artistique que dans son rapport avec les femmes, Ducamp dans une sorte d'exil à Bade et dans des occupations d'oisifs comme la chasse, d'autres dans une mort précoce telle Bouillet. Ainsi la création littéraire n'est-elle pas l'os à ronger que le bourgeois avait cru jeter à ce chien enragé d'artiste? Elle ne suffit pas à le calmer. Si bien que dans les correspondances échangées à l'intérieur de l'agent, les déclarations se répètent dans un même rejet de l'existence. Par exemple, Ducamp confie à Flaubert « La vérité bien simple est que je suis là et résigné, voilà tout.
Leclerc 2000 sur 361. Bouillet, âgé d'à peine plus de 30 ans, osait déjà devant le même. Ma parole d'honneur, je suis dégoûté des hommes et des femmes. Je me sens vieux et fatigué de vivre. Je me répète sans cesse, à quoi bon? Et je ne trouve pas de réponse. Ce siècle est atroce, il faut crever le plus tôt possible, je ne bois que de l'eau pour me le choléra. Bouillet 1996 sur 44. Et Flaubert avoue à sa nièce, inutile de se plaindre, mais il est encore plus inutile de vivre. Flaubert 2007 sur 754. Quant à Goncourt, il raconte volontiers les discussions morbides du groupe, traumatisé en quelque sorte par la nature de la condition humaine. Daudet dit que c'est une persécution chez lui, un empoisonnement de la vie, et qu'il n'est jamais entré dans un appartement nouveau sans que ses yeux y cherchent la place et le sens de son cercueil. Zola dit, lui, que sa mère étant morte à Médan et que l'escalier se trouvant trop petit, il a fallu la descendre par la fenêtre et que jamais il ne rencontre des yeux cette fenêtre sans se demander qui va la descendre, de lui ou de sa femme. Oui, la mort, depuis ce jour, elle est toujours au fond de notre pensée, et, bien souvent la nuit, regardant ma femme qui ne dort pas, je sens qu'elle pense comme moi à cela. Et nous restons ainsi sans jamais faire allusion à quoi nous pensons tous les deux. Par pudeur, oui, par une certaine pudeur. Oh! C'est terrible cette pensée. Et de la terreur vient à ses yeux. Goncourt de 004A, 928. D'ailleurs, avec leur ami Flaubert, les Goncourt se disaient volontiers les trois mélancoliques de la société, les trois qui demanderaient à ne pas être nés. Goncourt 2004b 1073. Plus rien ne vaut, tout doit disparaître. 4. Subversion de la subversion, vers rien. On sait comment se termine la correspondance entre Flaubert et Sand, le premier finissant par confier, complètement amer. Et je vais vous dire un mot bien prétentieux, personne ne me comprend. J'appartiens à un autre monde, Flaubert 1998 sur 894. Autrement dit, l'agent Flaubert implose sous les coups de boutoir de l'existence qui, dans sa banalité affligeante, vient à bout de toutes les subversions qui espéraient de la politique de la table rase la naissance d'un monde nouveau, plus agréable et enthousiasmant. Ainsi, alors que tous avaient cru, peu ou prou, à la naissance de l'école de Rouen, il ne reste bientôt plus rien de l'agent Flaubert. Oui, bien sûr, un nom, un esprit ou plutôt peut-être un mythe, rien qu'un mythe. En effet, une littérature contre, aux accents nihilistes, qui pratique en permanence l'ironie et la distance sans rien entendre jamais à l'empathie et au sens de l'autre, a semblé en définitive ne plus manifester aucune potentialité d'avenir. George Sand avait bien mis en garde Flaubert contre une littérature de la désolation. Jacobs 1981 sur 511, mais il n'avait rien voulu entendre malgré ses promesses. Au contraire, avec un cœur simple, écrit pour la bonne dame de Nohant, il allait encore pointer les mesquineries et les bassesses de l'existence, la tragédie de vivre. Il osait une fois de plus aller sur le chemin de l'éternelle subversion. Lui qui avait entrepris les trois contes, aussi pour souffler face à l'épuisante tâche de son Bouvard et Pécuchet, œuvre de démolition généralisée, il ne faisait qu'ajouter une pierre à l'édifice brinque-ballant de sa colère et de son goût de la table rase. Le même esprit jusqu'au bout au risque de tout perdre et d'empêcher sa propre consécration. Son exact contemporain, Baudelaire qui éprouvait les mêmes difficultés face aux bourgeois et aspirait à une même modernité, avait bien mesuré de son côté la triste et obsédante réalité qui rongeait le vrai artiste. Il écrivait aussi lucide que Flaubert, tenté comme lui mais incapable comme lui de franchir le pas. Pour devenir tout à fait populaire, ne faut-il pas consentir à mériter de l'être, c'est-à-dire ne faut-il pas, par un petit côté secret, un presque rien qui fait tache, se montrer un peu populacier? En littérature comme en morale, il y a danger autant que gloire à être délicat. L'aristocratie nous isole. Baudelaire 1976 sur 106. Voilà en effet ce qui aura manqué à l'agent Flaubert, devenir populaire. Mais comment le devenir, malgré les relations, les réseaux et les cénacles, quand tout est fait pour se rendre détestable et empêcher la moindre relation sincère à l'autre qui dépasse les faux-semblants? De fait, l'agent Flaubert, c'est précisément la prétention affichée à une aristocratie artistique et esthétique, le refus du commun et du bourgeois, la tentation de l'élitisme et d'une altérité absolue. L'agent Flaubert,
c'est l'affirmation de sa différence et de sa supériorité qui seule autorise à en être et écarte avec violence, dans un terrible rire sarcastique, les médiocres si nombreux et tellement alléchés. Ainsi la subversion vient-elle à bout d'elle-même. À force d'être choisie comme moyen de renverser tous les ordres établis, elle se retourne in extremis contre ceux-là même dont elle doit favoriser la mise en place. Flaubert se refuse en opportuniste. Il n'a pas encensé une conception absolue de l'art et favorisé l'émergence d'une littérature autonome pour promouvoir les desseins individuels de qui que ce soit, pas même les siens. Il n'a pas souhaité pour son compte la moindre statue dans les rues de Rouen. Il n'a pas revendiqué la reconnaissance de ses contemporains même s'il a souffert de leurs bêtises et de son incompréhension. Au-dessus de la mêlée, indifférent aux marques de la réussite, qui ne lui plaisent jamais que le temps de les connaître et d'échapper à la frustration infernale qui fut la sienne face à tous les imbéciles couronnés de lauriers, il a espéré en un autre idéal, celui qui fait de l'artiste en son œuvre l'égale de Dieu face à la création. Éternelle illusion d'un romantisme avec lequel il n'a jamais fini de se battre, cette prétention-là, forcément inatteignable, a accompagné Flaubert toute sa vie durant, constitué le socle fort de sa poétique telle qu'elle a uni la Jean Flaubert et enfin, détruit tout à la fois la Jean, Flaubert mort, chacun s'en ira de son côté, et le pouvoir de séduction de l'idée même de subversion en art. Définitivement, après Flaubert, il n'a plus été possible d'écrire pareillement. Références bibliographiques. Baudelaire Ch. 1976, Théophile Gautier Une œuvre complète T. 2 Sépichois ed. Paris Gallimard Col. Bibliothèque de la Pléiade, pp 103-128. Bouillet L. 1996, Lettre à Gustave Flaubert M. L. Capello ed. Paris CNRS édition 780p. Flaubert G. 1973, Correspondance T. 1 janvier 1830 au mai 1851, J. Bruno ed. Paris Gallimard Col. Bibliothèque de la Pléiade, 1177p. Flaubert G. 1980, Correspondance T. 2, juillet 1851 au décembre 1858, J. Bruno ed. Paris Gallimard Col. Bibliothèque de la Pléiade, 1534p. Flaubert G. 1991, Correspondance T. 3 janvier 1859 au décembre 1868, J. Bruno ed. Paris Gallimard Col. Bibliothèque de la Pléiade, 1727p. Flaubert G. 1997, Dictionnaire des idées reçues suivi du catalogue des idées chics, à Herschberg Pierrot ed. Paris Librairie Générale Française Col. Le livre de poche, 250p. Flaubert G. 1998, Correspondance T. 4 janvier 1869 au décembre 1875, J. Bruno ed. Paris Gallimard Col. Bibliothèque de la Pléiade, 1484p. Flaubert G. 2007, Correspondance T. 5 janvier 1876 au mai 1880, J. Bruno, I. Leclerc ed. Avec la collaboration de J. F. de Le Salle, J. B. Guinaud, J. Robert Paris Gallimard Col. Bibliothèque de la Pléiade, 1556p. Goncourt, J. et E. de 2004a, Journal. Mémoire de la vie littéraire. 1866 à 1886, t. 2 Henri IV ed. Paris Robert Laffont Col. Bouquin 1292p. Goncourt, J. et E. de 2004b, Journal. Mémoire de la vie littéraire. 1851 à 1865, t. 1 Henri IV ed. Préf et chronologie de Hercop, Paris Robert Laffont Col. Bouquin 1218p. Jacobs, A. ed. 1981, Correspondance Flaubert Sand, Paris Flammarion 598p. Leclerc, I. 1993, Préface Igny Leclerc, ed. Correspondance Flaubert Maupassant, Paris Flammarion, pp 7 à 37. Leclerc, I. ed. 2000, Correspondance. Gustave Flaubert Alfred Le Poitevin. Gustave Flaubert Maxime Ducamp, Paris Flammarion, 480p. Poyet, T. 1998. La tentation du suicide ou la contradiction irrésolue, Bulletin Flaubert Maupassant, Rouen numéro 6, pp 23 à 39. Poyet et 2010, Flaubert in ph. Di Folco dire, Dictionnaire de la mort Paris Larousse Col. In extenso, pp 464 à 466.
Poyet et 2017, l'agent Flaubert. La fabrique de l'écrivain entre posture, amitié et théorie littéraire, préf. De Le Calvé, Paris, Lettres modernes Minard, Col. Bibliothèque des lettres modernes. Série critique, 618p. Écriture, thèmes et personnages subversifs dans la littérature maghrébine d'expression française. Mohamed Rida Bouguera. Une littérature algérienne ne peut être qu'une littérature politique dans le sens subversif du terme. Ma littérature est une transgression permanente. Rachid Boudjedra. On peut avancer sans grand risque d'erreur, à mes yeux du moins, que l'affirmation de Rachid Boudjedra, dans la citation placée ici en exergue, à propos du caractère engagé et subversif de la littérature algérienne, pourrait être étendue à toute la littérature maghrébine d'expression française. Les conditions historiques qui ont présidé à l'apparition, au début des années 1950 du siècle dernier, en période coloniale, des premiers écrits d'un Mohamed Dib ou d'un Mouloud Mammeri, ont indéniablement imposé une orientation et une visée d'essence subversive à ces œuvres pionnières. Subversive au sens où l'on parle d'un écrivain subversif ou encore, d'un livre subversif, c'est-à-dire selon les dictionnaires, susceptible de menacer l'ordre établi ou de bouleverser, de détruire les institutions, les principes et les valeurs reçues. Ainsi, subversif est selon les emplois, synonyme de démoralisateur, destructeur, révolutionnaire, séditieux et le contraire de conformiste, constructif, discipliné, modéré, conservateur, traditionnaliste. À l'appui de ce point de vue, il suffit de rappeler ici les titres de certains des premiers romans publiés par Mouloud Mammeri, La colline oubliée 1952 et Le sommeil du juste 1955, Mohamed Dib, La grande maison 1952 et L'incendie 1954, ou Driss Kraibi, Le passé simple 1954 et Les boucs 1955. Ce sont là des œuvres qui toutes, sous le voile de la fiction, s'attaquaient directement au pouvoir colonial alors en place dans les 3 pays du Maghreb, tout en dénonçant des traditions, coutumes et pratiques jugées par nos 3 romanciers comme obsolètes mais encore fortement ancrées dans nos sociétés. Or, si subversives furent, incontestablement, les productions des premiers maîtres de la littérature maghrébine francophone, celles de leurs successeurs qui appartiennent à la génération d'écrivains maghrébins qui arrivent à l'écriture à la fin des années 1960 et au début de la décennie suivante, ne le furent pas moins. Il s'agit de la génération des espoirs déçus et des désillusions. L'euphorie suscitée par l'indépendance au Maroc, en Tunisie et en Algérie céda en effet, vite la place à un amer désenchantement. La littérature s'est fixée alors d'autres objectifs que ceux que les aînés poursuivaient dans leurs écrits quelques années plus tôt. À l'opposé de leurs prédécesseurs immédiats, les auteurs de la génération qui arrive maintenant à la littérature n'écrivent plus avec le regard tourné vers l'autre à qui l'on entendait révéler la réalité coloniale, et qu'il s'agissait de sensibiliser à une cause, avec le secret espoir de le voir lui apporter soutien et solidarité. Le message dont les œuvres sont maintenant porteuses, l'auteur le destine d'abord et en priorité aux siens et à ceux qui les gouvernent. Pour les Fares, Khaireddine, Katibi, Ben Jelloun, Boudjedra, Mimouni, Medeb ou Djaout, il n'est plus question de verser dans la célébration continue de la geste des combattants d'hier, aujourd'hui au pouvoir. Ce sont des comptes qu'ils exigent du pouvoir, c'est le bilan de la décennie de l'indépendance qu'ils établissent, ce sont des errements qu'ils dénoncent. Bref, ce sont des réquisitoires qu'ils dressent face à des sociétés sclérosées et à des régimes autoritaires. Ils sont tous à l'image du vrai poète, que Kateb Yassine appelait de tous ses vœux en 1958 déjà et qu'il considérait comme « l'éternel perturbateur ». Cet engagement et la colère qui le sous-tend, la jeune et nouvelle génération les exprime d'abord à travers le refus des codes littéraires établis, la subversion des genres traditionnels et la revendication d'une écriture anticonformiste, provocatrice même. L'adoption de formes éclatées susceptibles de traduire le désenchantement et l'amertume, sinon la révolte, est la caractéristique de toute cette littérature des années 1970. Ici le style, l'écriture, la forme sont par eux-mêmes messages et porteurs de signification. On pourrait ainsi parler de littérature de transgression, pour reprendre une formule de Wadi Bouzar. Or, si transgression il y a, elle se situe tant au niveau du style et de la forme qu'à celui des personnages mis en scène et des thèmes traités. La vigueur du style et des images qui caractérisent l'écriture de Mohamed Khaireddine,
les fous et les marginaux chez Tahar Ben Jelloun et Rachid Mimouni ainsi que le thème récurrent de la sexualité chez Rachid Boujedra, nous serviront à illustrer la transgression que constitue cette littérature subversive. 1. Littérature de transgression et formes éclatées. La subversion si significative des formes littéraires pratiquées par toute une génération d'écrivains maghrébins trouve en effet, en Mohamed Khayreddine l'un de ses meilleurs exemples. L'œuvre entière de Khayreddine, forme et contenu, tant au niveau de ses thèmes que de sa poétique, ne s'expliquerait pas en dehors de la révolte totale de l'auteur contre les institutions établies, y compris les genres littéraires. Agadir, 1967, son premier texte publié à Paris, donne clairement à voir ce rejet radical de tout conformisme. Dans cette œuvre inclassable, récits, poésie, théâtre et réflexion politique sont mêlés et mis au service de thèmes qui seront récurrents et quasi obsessionnels dans les ouvrages de l'auteur qui allaient suivre. Le violent séisme qui a détruit la ville d'Agadir, au Maroc, le 29 février 1960, est la métaphore qui donne dans le texte leur sens à la violence du contenu et à la surprenante structure éclatée qui mime d'une certaine façon l'apocalypse qui s'est abattue sur la cité. Par sa véhémence volontairement provocatrice, son recours constant et jubilatoire à la dérision et au sarcasme, l'innovation formelle qui caractérise chacun de ses ouvrages, Mohamed Khayreddine occupe, sans conteste, une place bien à part dans la littérature maghrébine. Celle d'un écrivain iconoclaste qui transgresse les frontières des formes littéraires reconnues, dont les œuvres sont fort singulières et dont le ton provocateur n'épargne rien ni personne. Ici, la répression meurtrière avec laquelle furent écrasées les émeutes qui ont eu Casablanca pour théâtre en mars 1965 et dont les violences marqueront toute une génération, l'institution monarchique décriée, l'asservissement du peuple, la nécessité de la révolte contre toute forme d'autorité sont quelques-uns des axes d'une œuvre qui conjugue tous les tons, du plus grave au facétieux, du poétique au réaliste ou encore au fantastique. Moi l'Aigre, l'un de ses premiers ouvrages, sans doute d'inspiration autobiographique, écrit à fleur de peau, donne à voir comme à nu cette révolte fondatrice du projet littéraire de l'auteur. J'en suis maintenant à la colère totale. Je me dis, frappe pour n'avoir plus rien à craindre. Voilà ce que doivent faire tous ceux qui n'ont devant les yeux et dans la mémoire que l'image d'un bâton levé sur le monde. Khayreddine 1970/37. Dans un témoignage et point de vue significatif, Jean-Paul Michel, poète, ami de l'auteur et dédicataire d'Agadir, écrit dans un précieux hommage à l'écrivain marocain pour éclairer la révolte de l'auteur en la plaçant davantage sur le plan existentiel que littéraire. Khayreddine fit l'épreuve de la nudité, de la solitude et du froid, de la brûlure d'être aussi qui donne à sa vérité ce ton unique de catastrophe. Il incarne ce tragique jusque dans le détail de sa vie personnelle. Et le même critique de noter encore, son désespoir ne fut jamais social, mais bien de part en part ontologique. Ses titres le disent assez, corps négatif, nausée noire. Le héros hasardeux, d'Agadir, ne témoignait pas seulement d'un cataclysme particulier, mais du désastre de l'effondrement de tout sens, du religieux comme du politique. Michel 2009/8. Un an après la parution d'Agadir, la publication de Corps négatif suivie d'Histoire d'un bon Dieu n'a fait que confirmer ce que cette première œuvre laissait déjà pressentir de par sa forme comme de par les thèmes et sujets qu'elle aborde. En présence de Corps négatif et d'Histoire d'un bon Dieu, le problème du genre se pose avec encore plus d'acuité que pour Agadir. Afin de qualifier ces paragraphes plus ou moins étendus, surtout dans Corps négatif, faudrait-il invoquer le modèle d'une saison en enfer de Rimbaud ? Le narrateur nous donne ici d'ailleurs le secret de fabrication de ces textes, le but qu'il leur assigne ainsi que leur mode de lecture en quelque sorte. Il nous confie ainsi que l'alcool est pour lui un stimulant dont il ne peut se passer, et que tout a commencé, quand il s'est rendu compte que son stylo lui a servi à creuser de véritables galeries sous sa peau. Khayreddine 1968/28. Il nous invite ensuite, au début de son œuvre, à assister à la naissance de l'écriture. Je ne vous parlerai donc pas exclusivement de ma vie. Je vais écrire, voyez-moi. On verra des limaces et des geckos. J'avalerai des sables sous vos yeux, nous trouverons ensemble la trace vraie des ancêtres et nous échapperons au temps et à la politique. Khayreddine 1968/28-29. Mais l'auteur avertit le lecteur que cela aura un prix car la lecture n'est plus ici une activité commode, une simple attitude passive et sans risque.
Je suis l'hyène qui ne pardonne pas, je te pisse dessus et je t'enivre, puis t'attire dans mon trou pour me gaver de toi. Khaireddin 1968/29. Aussi est-il manifeste que ces écrits où le trivial côtoie le poétique, le narratif se mêle à l'autobiographique, la sotie et la scénette voisinent avec l'invective politique, sont tout bonnement réfractaires à un classement typologique normal. Il y a là la mise en pratique d'un projet littéraire qui sera résumé 2 ans plus tard à la fin de Moi l'Aigre où l'auteur proclame explicitement « Le roman est mort, vive la poésie. Le théâtre est mort, vive. L'atome pluriel des mots qui s'écrivent sans plus d'écrire. Le public est mort pour ces mots nouveaux. » Khaireddin 1970/156. On pourrait donc tenir les premiers textes de l'auteur pour le cri de révolte d'un jeune homme qui triture ses souvenirs, vomit son passé et que le présent horripile. Cette impression est renforcée par les araignées, scorpions, rats, souris, hiboux qui y pullulent, par les odeurs d'urine, de relents de marécage, eau noire et stagnante que le narrateur brasse et malaxe, par les masures délabrées, bouges, cafés louches qui heurtent le regard, par la foule de personnages anonymes et locteux parmi laquelle erre un pauvre bon Dieu fort désemparé. Aussi le narrateur ulule-t-il sa haine, Khaireddin 1968/75 et Nouvel Ubu crie-t-il merde à roi. Et il ajoute, de merde à roi il n'y a qu'un pas que je fais pour aboutir à mon essence, Khaireddin 1968/69. Le violent et catégorique rejet du pouvoir monarchique se double d'une rébellion contre le pouvoir patriarcal. Je hais le père et la mère qui asservissent leur progéniture au joug de leurs croyances. Khaireddin 1968/157. Le ressentiment que le fils nourrit contre son père trouve ses racines, non dans un simple conflit de génération, mais dans une mutuelle et totale incompréhension. Le narrateur nous confie à ce propos que son père a vendu, dit-il, mes livres et mes manuscrits. On a mis des pois chiches grillés dans mes manuscrits en cornet. Puis ironique il ajoute, le vieux ne m'a pas déçu. Seulement, je suis un homme différent. Différent parce que je ne veux pas lire ce qu'il lit de la même façon. Je ne fais pas la prière. La fois d'après, c'était à cause des cigarettes. Khaireddin 1968/75. Cette différence précisément se trouve manifestée tant au niveau de la forme que du contenu dans ce Maroc par exemple, et fait de l'auteur un écrivain à part qui écrit avec son sang noir. Mon sang noir contient 1000 soleils, lit-on. L'auteur récidive de plus belle encore, en quelque sorte, et accentue même, si cela était possible, la dimension baroque de son œuvre dans Le Déterreur 1973 et dans Une odeur de menthe 1976. Il y pratique en effet, ce qu'il désigne par la guérilla linguistique, Khaireddin 1970/28, moyen par lequel Mohamed Khaireddin rêvait de pervertir l'héritage culturel légué par l'ancien colonisateur tout autant que les valeurs en cours dans un Maroc encore féodal dominé par ceux qu'il désigne par les charognards, Khaireddin 2009a, 36. Comme dans ses précédents textes, rien n'est tabou ni sacré pour l'auteur, ni la religion et encore moins l'ordre monarchique. Il lui arrive d'invectiver Dieu comme le roi. Tout est remis en question et dénoncé avec une violence verbale inaccoutumée, mais qui se veut partie intégrante de la logique textuelle, recherchée par le romancier et dont le but déclaré est de saper les fondements d'un état honni de la société. L'entreprise engagée par Mohamed Khaireddin s'avère ainsi plus sérieuse que ne le laisse apparaître à première vue jeu et alliance de mots, fantaisie verbale et autres cocasseries qui émaillent un texte gravement impliqué dans la dénonciation de la situation politique et sociale qui prévalait alors au Maroc, tout autant que chargé d'exprimer le mal-être profond de l'auteur. Dans son anthologie de la poésie marocaine, Abdellatif Labi qualifiera ainsi l'œuvre de notre auteur de texte d'un seul tenant dont la coulée brûle sur son passage tous les dogmes et finit par pousser le lecteur au bord de l'abîme. Il lui reconnaît surtout le mérite d'avoir défoncé les portes interdites et pris d'assaut les murailles de l'indicible, Labi 2005/125. Quant à Salim J., il écrit d'une manière imagée dans son dictionnaire des écrivains marocains, papillon cognant à la vitre du génie et proclamant à la force de la plume, que son reflet sur cette vitre prouvait son génie, Khaireddin s'est brûlé à son propre feu avec une lucidité et une générosité impeccables. J 2005/217. 2. Le bestiaire de Khaireddin. Cette révolte qui habitait le jeune Khaireddin et qui marque précisément de son sceau les premiers écrits de l'auteur,
explique la vigueur de l'expression qui les caractérise. En fait partie sans doute, le riche bestiaire qui hante l'œuvre entière du poète et dont on ne peut donner ici qu'un bref aperçu centré sur Faune détériorée 1966 et sur Soleil arachnide 1969, sans nous interdire cependant à l'occasion, quelques rares emprunts à d'autres ouvrages de l'auteur. Le poète de corps négatif Le Déterreur, Les Cerbères 1999, ou encore De Moi l'aigre et de ce Maroc, convoque en effet dans son œuvre tout un monde animal où grouille une faune qui n'inspire que le dégoût et la répulsion. Il y a là une nature d'aspect le plus souvent chtonien et quasi dantesque qui s'exprime à travers des alliances de mots inattendus, hallucinés en quelque sorte, où les najas et les salamandres côtoient les tapirs et les iguanes, où les sangsues cohabitent avec les araignées et les scorpions, où les hyènes et les onagres font bon ménage avec les limaces et autres scolopendres. Il y a là des images qui sont à interpréter comme autant de coups de griffes rageurs, qui ont pour mission d'écorner l'image de toute autorité, de la figure royale en premier, et du conformisme qui entoure celle-ci habituellement. Ce sont aussi, fort probablement, autant d'exutoires à la difficulté pour le jeune poète de se satisfaire d'une vie étriquée au Maroc comme de son statut d'exilé en France. Aussi, et afin de donner libre cours au malaise qu'il a toujours porté en lui et afin de signifier son exil de 15 ans loin du pays, l'auteur de Soleil arachnide, à qui l'on pourrait donner pour devise « J'écris contre, c'est l'homme négatif ». Caïr Eddine 2009b, 135, manifeste-t-il un penchant animalier au niveau de figures poétiques généralement dysphoriques. Ainsi, il se réclame de la famille des arachnides et des sauriens, Caïr Eddine 2009b, 71, et compare sa vie à une chamelle perdue dans sa fuite désertique, Caïr Eddine 2009b, 27. Davantage encore et plus fréquemment, la bête ne sert pas simplement de comparant pour définir ou qualifier le scripteur. Elle envahit son intériorité et se fait comme consubstantielle à son être. On passe ainsi du stade superficiel et purement descriptif à celui plus profond, ontologique et existentiel. C'est le cas lorsque l'instance narratrice dans le discours, que l'on peut dans certains cas attribuer empiriquement il est vrai, à l'auteur lui-même, se décrit les yeux aveuglés de salve, et trafic de sangsues noires sous mes rétines, Caïr Eddine 2009b 50, dit-il. Ou bien ressentir la présence intime de tapirs, de najas ou de rats dans le corps. Ce sont là comme des obsessions fantasmatiques qui finissent par investir tout l'être de la voix narrative dans le texte, pour en faire le lieu d'une bataille acharnée entre forces antagonistes. Le jeune homme âgé de 23 ans seulement qui prend la parole pour la première fois, dans Nausées noires et qui 2 ans après, fait de nouveau entendre sa voix singulière dans un beau poème au titre bien significatif, Faune détériorée, pressant déjà que l'enjeu de cette bataille n'est rien d'autre que sa propre existence. Celui qui plus tard succombera à un cancer de la mâchoire à l'âge de 44 ans, fait l'amer constat de son infection par le mal et exprime l'angoisse qui le ronge dans Faune détériorée. J'ai cédé à l'impur et je suis devenu un étang de microbes. Puis-je en réduire la voracité, aux moi déjà usés? Caïr Eddine 1997/6. Il va sans dire que si le poète se sent ainsi harcelé par les forces du mal, c'est en raison essentiellement de ses écrits jugés subversifs. Rappelons que les ouvrages de Caïr Eddine furent longtemps interdits de distribution dans son pays natal. Aussi se sent-il comme la bête déjà marquée pour le sacrifice. On apprête une hache pour mon langage. Je suis le bœuf noir que vous cherchez, évadé des mémoires en décombre. Caïr Eddine 2009b 76. Autre image du poète persécuté dans un texte, Gennevilliers, toujours dans Soleil arachnide, et où il est fait allusion au travail poétique à travers ses textes noirs et jaunes, ainsi que dans ses rimes abeilles pas toujours blondes. La voix avait attiré des badauds qui se tinrent dans la pose du scorpion prêt à frapper. Mais ils ne les regardèrent pas. Ils fouettaient les chats du délire. Caïr Eddine 2009b 81. Le Saharien qu'est Caïr Eddine, dont la vie fut assombrie par l'exil loin du paradis parfumé au sud marocain du temps de l'enfance heureuse et plus encore, loin du havre du giron maternel, d'où cette mémoire rancunière tissée par les skis de l'enfance. Caïr Eddine 2009b, 65, se verrait néanmoins davantage en fauve ou en rapace comme on le lit respectivement dans Le Roi et dans Gennevilliers, pièce de Soleil arachnide. Je porte un roi qui fait rugir, les lionceaux d'une enfance morcelée dans l'hiver, Caïr Eddine 2009b, 65, et vous maculez au mur blanc des légendes et au vol,
forcé du faucon dont le bec accuse le visage de saharien, en pleine course de mouflons. Khaireddine 2009b 80. Que la figure royale Tantoni, le roi requin, Khaireddine 2009b 64, l'hydre royal, Khaireddine 1976/127, que l'on trouve presque normalement sous la plume de l'auteur dans le voisinage des chacals dans Moi et l'apostrophe aigre, soit derrière la persécution vécue par le poète, cela Khaireddine le dit explicitement, mais à sa façon poétique et imagée, qui a ici des tonalités rimbaldiennes. Roi frondeur, roi blizzard d'aiguille en fil en aiguille, tu me coiffes d'une nuée de criquets dont mes cris se souviennent. Je te trouve dans une tranchée d'Hitler rédigeant les péripéties de ta chevauchée d'onagre et de crues insidieuses giboulées vastes entonnant le désespoir des aubes écroulées. Khaireddine 2009b 72. Mais quand il s'agit de s'exprimer à propos du roi, il arrive souvent au poète de le faire d'une façon plus directe et en utilisant un symbolisme nettement explicite qui ne nécessite nullement le secours d'une quelconque herméneutique. Les rapaces et les rois sont là pour tourner l'indépendance en une rigolade sanglante. Khaireddine 1970/49. Le monarque apparaît ainsi, à la fois comme un ennemi personnel du poète en raison de la persécution qu'il lui a fait longtemps subir, mais également comme le persécuteur de l'ensemble de son propre peuple dont il a trahi les sacrifices et l'aspiration à l'indépendance nationale. Nous retrouvons donc ici les raisons premières de la révolte de Khaireddine, et dont la quintessence est traduite dans le registre animalier halluciné propre à l'auteur des Cerbères. Mais il apparaît clairement que si ce sont les bêtes les plus viles et les plus repoussantes qui hantent l'œuvre de notre auteur, c'est qu'elles sont pour lui, de par leur cruauté et leur agressivité, un repoussoir sur tout, ou si l'on veut un miroir des défauts qu'il condamne chez ses semblables et davantage encore du mal qu'il obsède. Bref, il y a là un anthropomorphisme d'ordre poétique qui a certes l'effet d'un miroir grossissant et déformant, mais assez parlant finalement, de la nature humaine en général d'abord, du mal-être spécifique à l'auteur ensuite, et enfin et plus spécialement de son rejet catégorique et définitif du personnel politique. 3. Fous et marginaux. L'écriture subversive, provocatrice et inimitable pratiquée par Khaireddine, cité ici à titre d'exemple, et où les mythes et la réalité, le burlesque et l'onirisme, le ludique et le politique coexistent, a incontestablement marqué la littérature des années 1970 au Maghreb. Les frontières de l'indicible, tant dans les textes poétiques que dans ceux dits mixtes ou dans les récits, se trouvent ainsi repoussées, les tabous et autres langues de bois récusées. Ainsi, la dénonciation de la révolution trahie en Algérie et du reniement des idéaux de liberté et d'égalité qui avaient été les ressorts de la lutte nationale au Maroc et en Tunisie, pousse les romanciers des premières années de l'indépendance à s'éloigner des héros positifs et à choisir leurs protagonistes parmi les marginaux et autres personnages atypiques ou semences du désordre. La littérature trouve ainsi son personnel romanesque dans l'asile psychiatrique comme dans l'Insolation 1972 de Boudjedra, et se complaît dans le délire obsessionnel d'un anonyme chef de bureau de dératisation dans L'escargot entêté 1977, du même auteur ou dans le bégaiement accidentel et singulier du muezzin du roman éponyme 1968 de Mourad Bourboun. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.